Voilà, bah, Voilà. écoutez, alors voilà, Vous êtes les trois à avoir la parole. Voilà. très bien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et à tous ceux à qui on n'a pas encore dit bonsoir. C'est vraiment un plaisir et une satisfaction de vous retrouver pour poursuivre ce travail qu'on a dû interrompre, évidemment, comme beaucoup d'autres activités en raison voilà, de cette pandémie. On a donc mis en place dans l'association, comme vous le savez sans doute, des relais avec cette technologie Zoom, là. Et donc, c'est, je ne sais pas si c'est le premier séminaire qu'on fait avec Zoom. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui ont précédé. Si, il y a eu Maria Cruz, je crois, qui a fait déjà une rencontre avec Zoom. Voilà. Et donc, on va essayer de poursuivre, en tout cas, le temps nécessaire via cette application. Alors, ce soir, donc, c'est Philippe qui va poursuivre le séminaire. Entre parenthèses, je chaleureusement Raju d'avoir bien voulu faire ce point technique qui est d'organiser un petit peu cette rencontre. Et donc, Philippe va nous parler de l'amour fabrique de l'objet, avec toute l'ambiguïté, évidemment, que ce titre qu'on aura l'occasion de discuter sérieusement. À toi, Philippe. Bien, merci. Donc, bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que vous ne savez pas d'où je vous regarde, pour paraphraser Lacan. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne sais pas d'où je me regarde. Bon, je commence. Donc, l'amour fabrique de l'objet. On peut mettre la virgule après amour, après fabrique, hein, comme on veut. Freud nous dit que ce qui est aimé est ce qui satisfait la pulsion. Ce qui est, j'ai pas entendu. Ce qui est aimé. Ce qui est aimé. Aimé. D'accord. L'amour, quoi. C'était l'héroïne d'un bouquin d'un mec qui s'appelait Jacques Lacan dans les années 36, là, 33. Bon. 32, la thèse. 32, oui. Et la mère d'un psychanalyste célèbre. Donc, ce qui est aimé est ce qui satisfait la pulsion. Ce qui est aimé, ce qui est aimé est nécessairement un objet. Mais l'objet de la pulsion, est-ce un objet? Est-ce qu'un objet satisfait la pulsion? Alors que dans la théorie analytique, l'objet de la pulsion n'a strictement aucune importance. Comment concevoir ce changement du statut de l'objet dans l'amour, où l'objet est fixe, au moins pour un temps, et même apparaît comme central et occupe l'essentiel de l'attention d'un sujet? De plus, dans ce questionnement, j'ai été fort intrigué par cette phrase de Lucien Israël lors de son séminaire. Je cite. « Le refoulement, dit-il, consiste à nommer l'objet. On désigne des objets d'amour par leur nom, mais surtout à soigneusement faire disparaître la pulsion de qui cet objet donnerait la satisfaction d'une excitation d'organe. La trace qui surnage, qui vient indiquer que quelque chose a été refoulé, dans ce cas précis, s'appelle l'amour. Pour Israël, l'amour serait ici une trace comme un témoin du refoulement de la pulsion. Ainsi, si ma lecture est juste, cela signifie que pour Israël, ce changement de statut d'objet serait un effet du refoulement, de sorte que dans l'amour, on puisse nommer l'objet afin d'en faire disparaître la pulsion, à entendre qu'il s'agit d'en faire disparaître la jouissance. C'est comme ça que j'entends ce que dit Israël du refoulement dans ce séminaire-là, qui était sur la pulsion de mort. Tu peux redire la question de la jouissance, là, s'il te plaît, Philippe, c'était un peu rapide. Donc, Israël, il dit, voilà, il s'agit de faire disparaître la pulsion de qui cet objet donnerait la satisfaction d'une excitation d'organe. Donc moi je dis après, dans l'amour on peut nommer l'objet afin d'en faire disparaître la pulsion, c'est-à-dire qu'il s'agit d'en faire disparaître la jouissance. Hein,
C'est ça que j'amène comme lecture. Hein, c'est une question qu'on retrouvera à la fin de mon exposé. C'est comme cela que j'entends ce que dit Srebiov. On peut dire alors que l'amour provoque un changement chez le sujet. Ce changement serait celui du rapport à l'objet qui se fixe et prend toute l'importance qu'il n'a pas pour la pulsion. L'objet existe dans l'amour, il est non seulement idéalisé, mais il s'inscrit aussi dans une fiction, celle de l'amour, la jouissance ayant été refoulée. Cela pose la question des rapports entre la pulsion et l'amour et amène à s'arrêter sur ce qu'est l'objet, et tout particulièrement l'objet petit a, et finalement à interroger la place de l'amour dans la théorie analytique, comme l'écrit Alouche, je cite, « Ainsi, aborder l'amour non en tant que pulsion, mais en le référant à une pulsion, situe autrement l'amour. L'amour a affaire à la disjonction de la pulsion et de son objet. » Je répète, l'amour a affaire à la disjonction de la pulsion et de son objet, en l'occurrence le regard, en ceci qu'il se refuse à cette disjonction. Donc Alouche, il dit que l'amour refuse la disjonction de la pulsion et de son objet. Ce qu'avance Alouche me semble aller dans le même sens que ce que dit Israël, et c'est ce que je vais tenter de montrer. Freud se démarque de la psychiatrie qui, en liant la pulsion et son objet, détermine une normalité hétérosexuelle. Pour lui, est aimé ce qui satisfait la pulsion. Par exemple, il écrit en 1938, dans l'abrégé de psychanalyse, « Le sein nourricier de sa mère est pour l'enfant le premier objet érotique. L'amour apparaît en s'étayant à la satisfaction du besoin de nourriture. » C'est bien ça, hein? Oui. On peut noter qu'il associe ici l'amour au besoin. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais qu'est-ce qui satisfait la pulsion? L'objet sain, le lait, le mamelon, le fait de se nourrir, les paroles de la mère qui donne son sein, l'abaissement des tensions, etc. On peut multiplier ça. Est-ce l'objet présenté au nourrisson? Et qu'est-ce qu'un objet pour un enfant né quelques heures plus tôt? Alors Freud a théorisé cette affaire dès l'esquisse d'une psychologie scientifique en 1895. Valérie Marchand a remarquablement déplié cela lors du séminaire parisien d'analyse freudienne du 15 janvier, à partir de ce texte et de l'interprétation des rêves. Alors je vais vous faire part de ma lecture et de mes réflexions à propos de ce qu'elle en a dit. Pour Freud, dans l'esquisse, où il élabore un modèle du fonctionnement neuronal, le nouveau-né a d'abord affaire avec une excitation endogène. Il n'y a que cela pour lui. Le monde extérieur et les excitations exogènes viendront plus tard. Cette excitation endogène va exciter les chaînes neuronales. C'est par exemple la faim. Lors de la réapparition de cette excitation, de la faim dans notre exemple, il se produit un réinvestissement de ces chaînes neuronales qui sont réactivées par l'expérience de la première excitation. Il s'agit d'une perception qui ne vient pas du monde extérieur. Ce qui est réactivé, c'est ce que Freud nomme les coordonnées de plaisir. Ça, c'est très important, les coordonnées de plaisir. On peut entendre, pour répondre à la question posée tout à l'heure, de ce qui satisfait la pulsion, que ce pourraient être ces coordonnées de plaisir. Car ces coordonnées de plaisir, perception interne, sont finalement une hallucination qui satisfait la pulsion, mais pas la faim, évidemment. Ainsi, le système fonctionne par la réactivation de ses propres traces de façon régressive et autonome. Ça, c'est une phrase que j'ai prise à Valérie Marchand. Et c'est cette même réactivation qui forme la trace mnésique. Alors ça, oui? Oui, oui. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. C'est Valérie Marchand qui parle, je suis d'accord. Alors, tant mieux. Cela amène 3 conséquences concernant notre sujet. La première montre que l'objet se forme régressivement par l'hallucination. L'objet est créé par l'hallucination. L'objet est en quelque sorte perdu avant d'avoir été créé, et ainsi il ne peut être que mythique. D'autant plus qu'il se forme autour d'une reconstruction hallucinée, et de ce fait, il ne peut pas être atteint. Comme vous le savez, il est dit que la pulsion tourne autour de l'objet sans jamais l'atteindre.
l'objet en lui-même n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la satisfaction, et en particulier la première satisfaction. L'objet n'est là que comme indicateur, comme un panneau indicateur des coordonnées de plaisir. L'objet de la pulsion ne s'appuie sur rien, rien de consistant ni de réel. Dans ce texte de l'esquisse, Freud nomme cet objet das Ding, la chose. Alors bon, c'est pas exactement la chose telle qu'on en parlera à Lacan, mais bon, c'est quand même c'est quand même ce mot que Lacan reprendra pour parler de la chose, das Ding, dans le séminaire l'éthique. La chose est ainsi le premier objet du principe de plaisir, celui qui provoque la première satisfaction, dont l'hallucination sera la trace mnésique. Ici, la chose ne peut pas être considérée comme un objet, ou plus précisément, ne peut être considérée que comme un vide. Alors, la deuxième conséquence concerne la question du désir. Pour Freud, dans l'esquisse, le désir est ce mouvement de réinvestissement de l'hallucination, c'est-à-dire ce mouvement qui, lors de la réapparition du besoin, reconstitue les conditions de la première satisfaction. Il cherche, en suivant la trace mnésique, à retrouver les coordonnées de plaisir. Ce qui attire, ce qui est pour Freud dans l'esquisse le désir, est la reconstruction de la première satisfaction. Le désir vise à la satisfaction de la pulsion, et ce qui cause le désir, à ne pas confondre avec le besoin, ce sont les coordonnées de plaisir qui sont à la place de l'objet. Le désir ne vise pas l'objet, qui, comme le dit Lacan, est cause du désir, parce que ce n'est pas l'objet qui est, si on peut dire, l'objet du désir. Alors, Philippe, je trouve que tu vas un peu vite parce que c'est quand même des concepts assez lourds, si on peut dire, de sens. Et il faudrait que tu redises ça un peu plus tranquillement pour qu'on s'imprègne un peu de tout ça. Alors, je vais essayer de lire sans suivre mon texte, peut-être ce sera plus clair. Peut-être. Lors de la première satisfaction de la pulsion, il y a quelque chose comme un lieu, une place qui est celle de la satisfaction que Freud va nommer les coordonnées de plaisir. Et donc le but du système psychique, c'est de retrouver ces coordonnées de plaisir. Et donc le désir, ce qu'est le désir pour Freud à ce moment-là, c'est ce qui va faire retrouver ces coordonnées de plaisir. Et donc là, je fais une allusion un peu rapide avec l'objet petit a, cause du désir, mais c'est frappant comme ça marche bien, ça matche bien, comme on dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que effectivement, c'est les coordonnées de plaisir qui sont cause du désir chez Freud. Je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, cette place-là, Freud la nomme la chose, das Ding, c'est les coordonnées de plaisir, et c'est quelque chose qui est une place vide. Et c'est ça la structure de tout ce que je vais essayer d'amener ce soir. C'est-à-dire déjà de montrer, comme Valérie Marchand l'avait montré, je veux dire, la coïncidence qu'il y a entre la théorisation que Lacan fait d'objet petit a et de ce que Freud amène, enfin, ce n'est pas une coïncidence, évidemment, et ce que Freud amène dans l'esquisse et qui continue dans la trame de Tung, dans la science des règles, c'est-à-dire qu'on voit bien que Lacan a bien lu l'esquisse et l'a travaillé et il s'en est inspiré. Et ça a été certainement un guide dans son travail. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'effectivement, les coordonnées de plaisir, c'est le désir freudien. Donc il n'y a pas d'objet du désir. Déjà, Lacan le dit, il y a un objet de cause du désir, mais on peut dire qu'il n'y a pas à proprement parler d'objet du désir.
l'objet ne vaut que comme déclencheur de ce mouvement du désir par l'intermédiaire des coordonnées de plaisir. Là, je reprends le fil de ce que disait Valérie. L'objet ne vaut que parce qu'il est perdu et ménage une place vide qui permet à la structure de fonctionner. Tout ça, c'est chez Freud, hein, dans l'esquisse, en 1895. C'est-à-dire que les divers éléments peuvent se situer à des places différentes, par exemple à la place de l'objet, la chose, vient se substituer l'hallucination. Ainsi, l'objet de la pulsion est une place vide, et c'est cette place vide qui va finalement être cause du désir. À le dire comme ça n'a rien de surprenant, parce que Lacan nous l'a montré, mais lire ça chez Freud en 1895, c'est vraiment étonnant. La troisième conséquence qu'on peut retirer du fonctionnement neuronal décrit par Freud dans l'esquisse tient au principe de réalité. Si l'hallucination peut satisfaire la pulsion, elle ne peut pas calmer le besoin. Ici la fin. C'est là qu'intervient le principe de réalité. L'objet de la réalité vient se présenter dans l'appareil psychique. C'est là qu'il y a les excitations exogènes. C'est là que le sujet ou l'embryon de sujet vient s'ouvrir au monde extérieur. Cela s'effectue par une perception. La perception réelle de l'objet de satisfaction du besoin vient à la place de l'hallucination. Donc il y a une désignation d'un objet. Cette perception est la première représentation du monde extérieur et marque la sortie du monde endogène. Ça, c'est encore une phrase de Valérie Marchand. C'est la genèse de la pensée qui consiste à passer de l'image mnésique vers le rétablissement de l'identité de perception sur les objets du monde extérieur. C'est-à-dire, ce qu'il s'agit d'obtenir, c'est l'identité de perception entre l'objet réel et cette place vide, cette chose, ces coordonnées de plaisir, l'objet de la pulsion, quoi. Pour autant qu'il y a un objet. Freud écrit, mais toute l'activité de pensée compliquée qui se déroule depuis l'image mnésique jusqu'à l'identité de perception par le moyen du monde extérieur, ne constitue pourtant qu'un détour vers l'accomplissement de désirs rendus nécessaires par l'expérience. La pensée n'est au fond rien d'autre que le substitut du désir hallucinatoire. Donc, pourquoi on se met à penser ? C'est bien là que ça se joue. On peut entendre par exemple que le travail de la pensée permet de substituer à l'objet de la pulsion, avec ce qu'on en a dit, l'objet de la satisfaction du besoin, ici le sein pour la fin. Le mouvement de désir cherche, et Freud a toujours insisté sur ce point, puisque cela aboutira à la question d'identification, à rétablir l'identité de perception. Ce processus est complexe et met au travail l'appareil psychique. Remarquons que le principe de réalité est mis en œuvre dans un souci d'économie de l'énergie psychique. Hein ? Ça, c'est secondaire, mais ça m'a paru intéressant d'en parler. En effet, Freud écrit, donc là c'était l'interprétation des rêves, là aussi c'est l'interprétation des rêves, juste après, pour rendre l'investissement interne équivalent à l'investissement externe. Il faudrait que celui-ci soit maintenu constamment. Comme cela arrive d'ailleurs fréquemment dans les psychoses hallucinatoires et les fantaisies liées à la faim, où l'activité psychique s'épuise dans le maintien d'objets souhaités. Donc la pensée, ça permet effectivement, après on arrivera à la question de la symbolisation, on y arrive, je veux dire, ça permet d'éviter au psychiste de maintenir une présence hallucinatoire, par exemple. Ainsi, l'amour maintient la permanence de l'objet par le travail de la pensée. Ce travail de la pensée a pu désigner un objet réel que l'amour institue dans une présence constante. Par conséquent, pour en revenir au principe de réalité, il est ce qui permet d'accéder au processus secondaire. Et cela s'effectue à partir de la perception de l'objet externe, qui est une représentation venant dans cette place vide. Donc on bascule dans le monde des représentations, où l'objet est retrouvé par rapport à un objet
toujours déjà perdu, das Ding, la chose, qui est radicalement inaccessible. Lacan l'a bien montré. Le processus secondaire permet de substituer une représentation à la chose. Ce n'est pas encore insignifiant, ou pour rester dans le langage freudien, un représentant de représentation, un Vorstellung Repräsentanz. Ce n'est encore qu'une représentation, mais c'est à cette place que viendra se greffer le signifiant. Cela rend compte de la non-coïncidence du mot et de la chose. Alors, pour conclure sur ce développement-là, l'objet de la pulsion semble être essentiellement un objet vide, comme peut l'être la chose. Il est déterminé, créé par un frayage synaptique aboutissant en coordonnées de plaisir. Il repose sur une hallucination qui le fait exister d'une façon paradoxale, puisqu'il n'est construit que comme ayant déjà été perdu, avant même d'être, ce qui fait qu'il ne peut jamais être atteint. Il lui est substitué un objet réel par le travail de la pensée. On pourrait dire qu'en quelque sorte, l'objet de la pulsion est identifié à un objet réel, identité de perception, qui n'est qu'en fait qu'une représentation qui donnera lieu au signifiant. Quand le sujet accède au langage, au signifiant, cela amène un autre paradoxe. Le signifiant clive le sujet de sa jouissance, comme Israël en avait parlé, c'est-à-dire de la satisfaction de la pulsion. Autrement dit, le mouvement du désir qui vise à la jouissance perd cette jouissance pour le sujet. Alors le sujet va s'employer à effacer cette perte. Il le fait cherchant à retrouver cette satisfaction en construisant encore plus de l'objet, et tout particulièrement un objet qui ne peut pas être perdu, qui est l'objet d'amour, objet idéalisé par excellence. Ce qui amène Lacan, lors du séminaire sur les formations de l'inconscient en 1957, à dire « Puisque tout dépend du grand autre, la solution est d'avoir un grand autre tout à soi. C'est ce qu'on appelle l'amour. » Alors il articule à ce moment-là, à son élaboration, la question de l'objet et la question de l'autre, parce qu'il n'a pas encore formalisé l'objet petit a, comme on va le voir par la suite. Voilà, donc là, j'ai terminé avec Freud et ce que nous a amené de remarquable Valérie Marchand. C'était vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde à ce séminaire, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, ce qui m'a frappé en travaillant ce qu'a amené Valérie, et dont je vous ai fait part ma lecture, c'est la proximité, voire même une certaine similitude de cette conception freudienne de l'objet, et ceci dès le tout début de cette théorie, avec les développements que Lacan a fait avec l'objet petit a. En particulier dans le séminaire 10, l'angoisse, lors de la séance du 23 janvier 63, et aussi dans le séminaire 16, d'un autre à l'autre, où l'objet A représente le plus de jouir. Ce n'est évidemment pas une coïncidence, mais cela démontre combien Lacan était un lecteur attentif de Freud, et aussi l'importance de lire Freud et de le relire avec l'éclairage de Lacan. Alors, Lacan introduit l'expression objet A à Pâques 1960, dont on remarque sur le rapport de Daniel Lagache qu'il désigne alors comme l'objet du désir, ce qui deviendra rapidement l'objet cause du désir. La même année, dans Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien, sera précisé son caractère d'incompatibilité avec la représentation. Donc là, évidemment, on n'est plus dans la représentation freudienne, mais on va suivre Lacan. De fait, écrit-il, donc dans le... voilà, décrit-il, l'objet du désir au sens courant est ou un fantasme, qui est en réalité le soutien du désir, ou un leurre. Dans le séminaire Le Transfert en 60-61, donc c'est en même temps, où Lacan introduit la Galma, il questionne l'objet A dans son rapport à une forme vide. Je cite, « La suite est l'horizon du rapport à l'objet, où nous essayons d'isoler la fonction du petit a, où il est sollicité de se retourner dans ce qu'il a de plus caché pour venir à remplir cette forme vide en tant qu'elle est forme fascinante.
on peut entendre ici que la galma est proche de l'objet θ. L'objet θ apparaît comme venant occuper cette place de l'objet de la pulsion, et ainsi que l'énonce la situation suivante, où le désir, comme pour Freud, a pour fonction de désigner l'objet. Donc c'est dans le séminaire transfert, non, ouais, de transfert. C'est que devant tous est dévoilé dans son trait, dans son secret le plus choquant, le dernier ressort du désir, ce quelque chose qui oblige toujours plus ou moins dans l'amour à le dissimuler, c'est que sa visée, c'est cette chute de l'autre grand A en autre petit a. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que petit a est une déchéance, enfin l'autre petit a est une déchéance de l'autre en tant qu'objet. C'est-à-dire, en 57, il parle de l'autre, après il va parler autrement, mais il s'agit de ramener l'autre à un objet. En effet, c'est au désir qu'échoue la fonction de déterminer la place de l'objet. Car pour Lacan, s'il y a un sujet du désir, il n'y a pas de sujet de l'amour. On est sa victime, dit-il. Pour le par-l'être assujetti au signifiant, la mise en place d'un objet ne peut être que le fait d'un sujet. Ainsi, l'amour ne peut s'emparer de l'objet du désir, ou de l'objet cause du désir, ne peut que s'emparer, de l'objet du désir, objet cause du désir, et le transformer, changer son statut en l'idéalisant et ainsi le fixer, le rifter. Alors là, on arrive au séminaire 10, l'angoisse, en 62-63, où Lacan va refonder sa conception d'objet θ, et certains auteurs disent même que c'est là qu'il l'invente. Alouche, Jadin, par exemple. Il prépare ceci dès la séance du 9 janvier 63 pour aboutir le 23 janvier à une conception nouvelle de l'objet A. Le 9 janvier, il précise la notation d'objet θ. D'une part, A est une notation algébrique qui, dit-il, permet un repérage pur de l'identité. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonction de signifiant qui, dit-il, donne un repérage toujours métaphorique. Et d'autre part, que le terme d'objet qui est ici à entendre métaphoriquement est finalement employé faute de mieux, car, dit-il, cet objet dont nous avons à parler sur le terme de petit a est justement un objet qui est externe à toute définition possible de l'objectivité. Donc A n'est ni un signifiant, ni véritablement un objet, c'est une notation, donc une écriture. Et il poursuit en affirmant que petit a n'a pas d'image spéculaire, que comme une bande de Möbius, si on le retourne, on obtient la même image, la même chose. C'est dire qu'il met petit a dans le réel. Je le cite, toujours dans le même séminaire sur l'angoisse. Tel est ce dont il s'agit, de l'entrée de A dans le monde du réel, où il ne fait que revenir. Cela signifie que A n'est pas représentable, ni objectivable. Il ne peut être que déduit, qu'être une écriture, une notation. De poser ainsi petit a dans le réel lui permettra logiquement, 6 ans plus tard, de dire que A est le plus de jouir, seule afférence de la jouissance perceptible par le sujet. Seule afférence de la jouissance perceptible par le sujet, donc dans le séminaire 16, d'un autre à l'autre. Le 23 janvier vient la substitution de l'objet A à la galma. Lors de la séance précédente, il avait préparé son auditoire en précisant à propos de la question du transfert, comme, dit-il, celle que pose le sujet concernant la galma, à savoir ce qui lui manque, car c'est avec ce manque qu'il aime. Puis, il rappelle la perplexité de Freud concernant l'ambiguïté de l'amour et de l'identification dans le moi et le ça. C'est une question qu'il avait amenée dans le séminaire 4, la relation d'objet à propos du phallus, en disant que ça se jouait entre l'être et l'avoir. Tout le monde connaît ça. Mais à ce moment de son élaboration, en 63, le phallus est devenu un des objets A. Il va donc transposer cette problématique de l'être et de l'avoir, du phallus à celle de l'objet θ, en en modifiant un petit peu les termes. Le petit a est l'objet de l'identification, mais pas de n'importe quelle identification, que pour autant qu'il est l'objet de l'amour, mais pas de n'importe quel objet. On y vient. Ainsi, A
devient l'objet d'identification du deuil. C'est ça qui l'amène, qui est fondamental. Il est donc un objet perdu, ce qui ne va pas sans rappeler ce que nous disions de l'objet de la pulsion pour le Freud de la fin du XIXe siècle. L'identification dans le deuil se fait essentiellement à un objet essentiellement déjà perdu, un objet là. Il s'agit là, à mon sens, de l'objet perdu du mélancolique, qui apparaît ainsi comme l'objet de la pulsion, que Lacan nomme aussi petit a. Il y a pour le mélancolique une identification impossible à l'objet A, pourrait-on dire dans une relecture de Deuil et mélancolie. L'ombre d'objet n'est pas l'objet. Ainsi, l'objet A est l'objet de l'identification à l'origine du moi idéal. Je continue en l'élaboration de Lacan. Donc, c'est à partir de là que se forme le moi idéal, c'est-à-dire le narcissisme, comme il le montre à l'aide du schéma optique. Je cite, toujours dans le séminaire 10, le moi idéal est cette fonction par où le moi est constitué par la série d'identifications à quoi? À certains objets. On va y arriver. Cela signifie que le moi idéal, donc le narcissisme, se forme à partir d'un objet non spécularisable. Pour le dire autrement, j'emprunte cette fonction à Jean Alouche. A est ce qu'on n'a plus, mais devient ce qu'on est par identification. Ceci permet une relecture de ce que Lacan amène dans le séminaire Le Transfert, où c'est le phallus qui permet de distinguer amour et désir avant le stade phallique. Aimer est affaire et question d'être, désirer est affaire question d'avoir. Il dira ainsi 2 ans plus tard, donc dans le séminaire 10, c'est avec ce qu'on est qu'on peut, si je puis dire, avoir ou pas. C'est pour vous faire sentir un petit peu le virage qu'il fait à ce moment-là. Alors, j'en arrive maintenant tout doucement, parce que le temps passe et puis vous commencez à fatiguer, à A comme objet de l'amour. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. En tenant compte du fait que Lacan n'a jamais lâché cette affaire que l'amour est une question d'être. La seule occurrence que j'ai pu trouver chez Lacan, mais j'ai perdu la référence, ça doit être un hasard, concernant ce qu'il entend par être, un être, c'est que l'être représente l'identification du sujet à l'objet petit a. Alors, Rajou, si tu te souviens d'où ça vient. Non. Mais je l'ai lu, j'arrive plus à le retrouver. Bon. Donc, on revient à l'objet qu'il définit dans le séminaire 10, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'objet du deuil. Donc, Lacan développe lors de cette séance du séminaire du 23 janvier, c'est que, en tant qu'identifié à l'objet, c'est en tant qu'identifié à l'objet A que le sujet peut être le sujet de la métaphore de l'amour. C'est-à-dire que la métaphore de l'amour se produit que parce que le sujet est identifié à l'objet petit a. D'autant plus que l'objet petit a est un échange dans l'amour. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut passer de l'aimé à l'aimant. En effet, cette identification lui permet de devenir, je cite, le sujet du manque, donc ce par quoi il se constitue proprement dans l'amour, ce qui lui donne, si je puis dire, l'instrument d'amour, à savoir, nous y retombons, qu'on aime, qu'on est amant avec ce qu'on n'a pas. Page 186. Ouais. Finalement, on peut dire qu'il s'agit d'être ce qu'on n'a plus. C'est là que se trouve le nœud de l'ambiguïté de l'identification et de l'amour, dont Freud a précisé qu'il s'agissait d'une identification par régression. Alors, dans le séminaire 16, d'un autre à l'autre, Lacan amène une nouvelle utilisation de l'objet A qui vient représenter la jouissance, plus précisément les variations de jouissance, en plus ou en moins, qui seules peuvent apparaître au sujet. L'objet A devient le plus de jouir, qu'on peut entendre aussi en plus de jouir. Il n'y a plus de jouissance. Il représente aussi une promesse de jouissance. Ça, c'est très intéressant, d'entendre que l'objet A est une promesse de jouissance. Et donc Lacan développe ce plus de jouir sur le modèle économique de la plus-value selon Karl Marx. Cela le conduit logiquement à préciser les rapports du sujet à l'objet A. Ainsi, non seulement dit-il il amène que l'objet A détermine la structure du sujet, mais ça le conduit à énoncer que petit a, c'est le sujet lui-même. Or, ce petit a, nous le savons, c'est le sujet lui-même
en tant qu'il ne peut être représenté que par un représentant qui est S1 dans l'occasion. Ainsi, il définit le sujet par sa jouissance. Alors ça implique que dans l'amour, ce que donne le sujet, c'est lui-même dans son mode de jouissance. Ça revient à dire que dans l'amour, le sujet se donne en tant que divisé par sa jouissance. Et cela, il articule avec la question d'identification. Il dit « Ce que Freud a énoncé au niveau de psychologie collective et analyse du moi, a considéré que le chef, les leaders, l'élément clé de l'identification tel qu'il énonce. Combien il devient plus clair dans cette perspective à ce qu'on y montre la solution qui rend possible ce par quoi le sujet s'identifie strictement au petit a, autrement dit, qu'il devient ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un sujet en tant que lui-même barré. Cela permet de relire cette ambiguïté que j'ai évoquée tout à l'heure entre l'amour et l'identification, sans toutefois la résoudre totalement, mais je m'arrête là sur cette question qui peut faire l'objet d'un autre séminaire. Voilà, alors, c'est fini avec la théorie dure, comme ça. Pour terminer, je vais vous faire quatre commentaires sur quelques questions qui sont pour moi ouvertes par cette affaire de l'objet de la pulsion en rapport avec l'objet de l'amour. Tout d'abord, concernant la question du deuil. Le deuil de ce qui a été aimé, c'est finalement accepter la perte de l'objet qui a satisfait la pulsion. Pour le dire vite, de cet objet dont l'existence est créée rétroactivement par la stimulation de la trace mnésique, par une hallucination. C'est dire qu'il s'agit d'accepter la perte d'une jouissance, ou plus précisément, la perte d'une promesse de jouissance notée A, dont le sujet ne sait rien. C'est quelque chose que l'on rencontre quotidiennement sur nos divans. Je prendrai comme exemple le syndrome de Stockholm ou les situations d'emprise comme les femmes battues ou le harcèlement dans le travail. Le deuil est impossible tant que le sujet n'a pas reconnu la jouissance à l'œuvre dans la relation avec le ravisseur, le conjoint tortionnaire ou le supérieur hiérarchique, car c'est cet objet A, ce plus de jouir qu'elle ou qu'il aime, c'est-à-dire ce qu'il ou elle a donné à l'autre. Il y a bien eu une satisfaction de la pulsion. Il s'agit de savoir de quelle satisfaction il s'agit. Par exemple, ça peut être une satisfaction masochiste. Le second exemple concerne un sujet d'actualité dont nous avons entretenu Anna Conrad. C'était aussi au mois de janvier, Anna, je crois. Oui, bon, elle ne peut pas dire. Ces enfants qui ont été violés ou abusés sexuellement. La question est la même. Je n'élude pas la question du traumatisme qui a ses propres effets de répétition, entre autres effets. Mon propos concerne ici la question du deuil et de la jouissance. Lors de tous ces témoignages depuis MeToo, où sont exposés publiquement ce qu'elles ou ils ont vécu, ne s'agit-il pas de remplacer une jouissance perdue par une autre? Car parler publiquement de ce qui a été vécu est une façon de revivre le traumatisme. Mais n'y a-t-il pas l'émergence aussi d'une nouvelle jouissance, saluée par le discours public comme preuve d'un grand courage? Et pour aller encore plus loin, et ceci est quelque chose qu'on ne peut énoncer que dans un cadre d'analyste, comme on l'a dit plusieurs fois lors de nos débats, ce courage serait celui de dire sa jouissance publiquement sans savoir qu'on le dit. Je pense que vous voyez tous à quoi je fais référence. Le second commentaire. Si aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. Ça va, je ne vais pas trop vite, Robert? On discutera. On discutera. Ben, je vais pouvoir profiter en boire un coup, comme ça, tout le monde Voilà. peut respirer. Non, mais juste un petit commentaire là sur le premier point. La difficulté quand même, c'est celle que tu as énoncée dans la théorie dure, c'est-à-dire que si cette perte, elle est réglée par l'identification dans la construction narcissique, une fois qu'on a nommé la jouissance dans ces cas d'abus enfin dans tous les exemples que tu as donnés, nommer la jouissance, ça ne suffit pas parce que ensuite la question, c'est une question narcissique. C'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles. Au fond, pour pouvoir se départir et changer, non pas d'objet, mais se tirer de ce mauvais pas, si je puis dire, c'est renoncer
a une part de narcissisme. C'est ça qui est compliqué chez les femmes battues et dans toutes ces questions-là. Hein. C'est pas tellement seulement la question de la jouissance, parce que ça, c'est le moteur. Ouais, je te remercie de cette précision. Voilà, c'est la question de la structure, et la structure, elle est liée à ce que tu as très bien démontré de la constitution narcissique à partir de la perte. Au fond, c'est parce que l'objet est perdu que pour pouvoir le récupérer, dans n'importe quelle forme, au fond, c'est en se constituant comme sujet narcissique que ça peut se récupérer. Ah oui. Ben oui. Oui, mais Or la jouissance est manifeste là, hein, dans ce qu'on voit. voilà. Oui, mais donc, bien sûr, c'est se départir de cette jouissance, sauf que ça, c'est le moteur, encore une fois, j'insiste un peu. La question, me semble-t-il, principale, et ce qui la rend la plus difficile à traiter, par nous notamment, enfin dans une analyse, c'est que c'est au-delà de la jouissance, la question narcissique dont il s'agit de se départir, c'est pas le mot, mais de la construire peut-être autrement. Voilà. Et ça c'est pas facile. C'est-à-dire, c'est renoncer au narcissisme, en tout cas tel qu'il a été initialement construit à partir de la perte, pour peut-être arriver à un nouveau mode ou un autre, pas nouveau forcément, mais un autre mode de construction narcissique. Parce qu'il n'est pas question non plus d'abandonner son narcissisme, évidemment. C'est idiot de dire ça. Personne n'abandonne son narcissisme. Mais il y a des narcissismes qui concourent à la répétition de la jouissance dans le masochisme, donc dans le fait d'être battu, d'être maltraité, etc., etc. Et il y a des narcissismes qui permettent parfois un remaniement tel qu'on n'a plus besoin de cette jouissance-là, c'est-à-dire celle d'être battu et maltraité, pour quand même pouvoir vivre comme sujet, quoi. Voilà, c'était un petit. Ah oui, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis là. Un petit commentaire déjà sur ce premier point. Bien, alors le deuxième, hein, bon, j'ai plus qu'une page, ça va aller vite. Hein. Si aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas, et que dans l'amour, le sujet s'identifie à l'objet A, alors aimer, c'est se faire le sujet du manque, c'est alors donner l'objet A, donc ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on est. Il apparaît alors plus clairement que l'amour engage un sujet avec son être, et cela peut être un engagement total d'un sujet avec ce qu'il est, et donc aussi ce qu'il n'a plus. Enfin, maintenant, deux petites remarques rapides. Est-ce que l'objet de l'amour n'est pas finalement un habillage de l'objet de la pulsion, l'habillage d'une forme vide, hein, voilà. Bien, bien. Ça me plaît, là. Voilà. Ce qui permet à l'objet d'exister, d'être présentable et représentable. Oui. Et aussi. Attends, présentable, représentable et soutien du narcissisme du sujet. Et soutien du narcissisme du sujet. Voilà. Et aussi et surtout d'être un objet qu'on ne perd pas. Je n'ai pas entendu. D'être un objet qu'on ne perd pas. Ah oui, d'accord. De perdre. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans l'amour, on ne perd rien, alors qu'avec l'inconscient, on ne fait que perdre. Ainsi, on aime l'habillage, la fiction que l'on a construite, ce qui rend compte de tout l'aspect fondamentalement narcissique de l'amour, CQFD, comme tu l'as montré tout à l'heure. La dernière remarque qui finalement en découle, cet habillage, cette fiction, cette construction de l'objet de la pulsion permet de supporter la jouissance, dissimulée derrière un déguisement, un leurre, celui de l'amour, témoin du refoulement de la jouissance, comme le faisait remarquer Lucien Israël. En effet, l'amour repose sur un dire, la déclaration, particulièrement mise en scène de nos jours avec la demande en mariage, qui fait événement. Lacan dit dans le séminaire Le nom du Père,
Le symbolique, ce qui nous révèle par son usage dans la parole, et spécialement dans la parole de l'amour, de supporter ce qu'en effet toute l'analyse nous fait sentir, de supporter la jouissance. Ceci prend toute son importance dans notre pratique avec l'amour de transfert pour l'analysant. Mais qu'en est-il aussi du côté de l'analyste? Alors, pour conclure, l'objet A dans la pulsion qui satisfait la pulsion serait le plus de jouir. Il est aussi une promesse de jouissance, qui ainsi réclame toujours plus de jouir, plus de jouissance, dans le sens du jouir qu'il n'y a pas. C'est ainsi que Jean-Marie Jadin écrit « C'est l'objet A totalement vide qui est l'objet de la pulsion ». Ainsi, le désir désigne un objet réel pour occuper cette place vide de l'objet A. Cela amène l'amour à créer un objet fixe, rifté à cette place vide, dont toute la profusion imaginaire, ce que j'ai appelé l'habillage, vient recouvrir la vacuité de cet objet A par cet habillage et permettre d'en laisser la jouissance dans le réel. Et je termine en citant Jadin, l'ultime vérité de l'homme est celle de l'existence d'un vide central. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce très beau survol déjà précis de la théorie freudienne et lacanienne de l'objet par rapport à l'amour. Ça, je trouve que c'est un parcours que tu nous as fléché de façon vraiment remarquable et qui laisse à penser beaucoup de choses. Notamment, moi, j'ai quelques questions à te poser. Déjà, avec ton introduction, vous ne savez pas d'où je vous regarde. Hein, ça m'est venu comme ça en voyant l'écran. Hein. Oui, mais non, mais c'est pas pour rien, parce que ça va poser quand même notamment une question principale pour moi, c'est le rapport à l'objet A dans l'amour, quoi. Hein. Parce que si cet objet A n'est pas spéculaire, n'est pas donc du ressort de ce qui a pu être spécularisé, alors cet objet pris dans l'amour, est-ce qu'il peut même exister dans la mesure où quand même l'amour, c'est toujours, je crois, quelque chose du ressort spéculaire, justement. Oui, oui. Ça pose une difficulté théorique, enfin, déjà. Voilà. Ça, c'est déjà une première question. C'est là que se produit justement le virage. Ben oui. On passe de quelque chose qui n'est pas spéculaire à quelque chose de spéculaire, mais c'est quelque chose qui, justement, qui est fait par le travail de la pensée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une construction, c'est pour ça que j'ai parlé de fiction. Je ne dis pas que l'amour est une fiction en soi, hein, qu'on imagine être amoureux, ce n'est pas dans ce sens-là que je veux dire, c'est que l'amour construit une fiction pour que ça puisse tenir, c'est-à-dire qu'il va construire un objet qui n'est pas spéculaire. Voilà, c'est ça ma réponse, hein. Peut-être un peu rapide, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une construction par le travail de la pensée, hein, et c'est ça qui fait l'amour. C'est que Oui. C'est une façon de répondre. Alors, donc, tu réponds en disant qu'au fond, c'est, enfin, d'une certaine façon, penser pourrait suffire à l'amour. Ben non. Non ? Non. Penser, c'est le travail de la pensée qui construit l'objet. Après, c'est une autre affaire. Mais alors pourquoi, alors ça c'est ma deuxième question, mais qui du coup rejoint ce point-là, pourquoi est-ce qu'il y aurait un objet externe au fond ? Alors, je vais te répondre comme ça, c'est dès le début. Je veux dire, pourquoi il y a un objet externe ? Parce que l'objet interne est un objet hallucinatoire.
Oui, mais pourquoi Et ça on marche pas. on se suffirait pas à cet objet hallucinatoire? Parce que d'une certaine façon, l'amour, ensuite, c'est une certaine forme d'hallucination, au fond. Ah, on est plus ou moins aveugle dans l'amour. Ben voilà, donc c'est une hallucination. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais. Voilà. Entre l'hallucination et la construction d'un objet à partir de cette hallucination. C'est toute, je veux dire, toutes les variations d'amour peuvent se construire aussi autour de cette variance-là, entre les deux. Oui. Alors, moi, je trouve qu'il y a un point quand même, peut-être, qui est à la fois une question et qui me semble nécessaire à réintroduire. C'est quand même, moi, je suis assez étonné qu'on parle si peu du fantasme depuis le début de ce séminaire, quand même. Hein. Parce que s'il y a bien quelque chose qui me semble Ah oui. supporter. Tu donnes la réponse à ta question de tout à l'heure. Voilà, c'est la réponse à ma question tout à l'heure, en effet. Mais du coup, parler même de sujets euh, avant le fantasme, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a du sujet avant le fantasme? De la même façon, est-ce qu'il y aurait de l'amour hors fantasme? Comme deux questions aussi très importantes. Bah, écoute, quand même, l'algorithme du fantasme S barré poinçon petit a, ça signifie la relation du sujet à son objet, ou à l'objet. Hein. Donc, évidemment, dit comme ça, il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très Voilà. on peut très bien dire que c'est par le fantasme que le sujet peut subjectiver un objet, c'est-à-dire qu'ici le subjectif, c'est-à-dire qu'il le significantise, c'est-à-dire qu'il le rend représentable, mais plus que ça, puisqu'il en fait un signifiant. Hein, et ceci répond à la question, c'est dans ce sens-là que je disais que, quand tu amenais le fantasme, tu répondais à la question que tu avais dit tout à l'heure, hein, que tu avais posée tout à l'heure. C'est effectivement à travers le fantasme qu'on fait exister l'objet, qu'on le rend Voilà. représentable. C'est ce Voilà. mécanisme qui est à l'œuvre. Voilà. Sauf dans un cas clinique tout à fait passionnant, qui est celui de l'érotomanie quand même. Ouais. C'est l'exception de l'existence de l'amour spécifié au fantasme. C'est-à-dire c'est hors fantasme précisément. Oui. L'amour de l'érotomane, l'objet, enfin, est-ce vraiment un objet d'ailleurs? En tout cas, celui dont elle dit qu'il l'aime n'est pas pris justement dans le fantasme. Exactement. Mais bon, c'est quand même remarquable que cette année, même si le séminaire a été quelque peu tronqué par le réel qui nous est tombé dessus, mais que personne n'a parlé, t'es le premier à développer quelque chose à propos de l'érotomanie. En tout cas que j'entends, Oui, moi. oui, 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 oui. Oui. Et alors j'avais toujours dans la même veine un autre petit commentaire et puis après je laisse la parole évidemment aux autres. Euh, alors attends que je retrouve ma question. Oui, c'était à propos de Dasding parce que je trouve que à la fois tu nous as très bien montré comment on passait de Dasding à l'objet petit a, mais qu'en même temps ça me semble pas facile quoi, hein, pas Non, facile. non, Voilà. mais là, Et voilà. Et alors, est-ce que tu serais d'accord, parce que j'ai trouvé un peu ça en t'écoutant, pour donner comme définition de Dasding comme étant ce qui fonde l'objet à ne pas être un objet? Ah, c'est. Ce qui me gêne, c'est ce qui fonde. Hein, mais
Et pourtant c'est inévitable. C'est inévitable, mais C'est inévitable parce que sinon on est dans une espèce je sais pas, c'est même pas du vide ou du trou. On est dans de l'incommensurable. Or, c'est pas du tout incommensurable quand même quand un petit bébé a besoin de la présence voilà, de quelque chose qui viendrait baisser son niveau d'inquiétude en quelque sorte, c'est pas incommensurable, c'est quand même quelque chose de très précis. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que quelle que soit la façon dont on peut répondre à sa demande, manifestement à ce moment-là, ça revient toujours à la même place. C'est-à-dire, ça recommence 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après. Et justement, l'expression que tu emploies, dire ça revient toujours à la même place, laisse bien entendre que c'est quelque chose qui vient du réel, c'est-à-dire qu'on est du côté de d'Asding. Oui, mais je pense que ça, c'est la fondation, c'est pour ça que j'emploie ce terme et pas un autre, c'est la fondation de quelque chose qui est à une place tout en n'existant pas comme tel. C'est-à-dire, Voilà. C'est ce qui fonde l'objet à ne pas être un objet. C'est ça, ouais, exactement. C'est une fondation, c'est quand même une fondation. Oui, oui. Bah, c'est là-dessus que je conclue. Hein. Quand je cite Jean-Marie Jadin qui dit l'ultime vérité de l'homme est celle de l'existence d'un vide central. Mais oui, j'ai envie d'intervenir sur ce point de fondation qu'avant, c'est Valérie Marchand, Oui. que tu avances, Robert Lévy, parce que fonder, ça fait comme s'il y avait un au-delà de l'au-delà. Or, il me semble que dans toute cette explication, enfin, j'ai pas envie d'employer le terme de système, enfin, dans toute cette théorisation, l'au-delà, c'est le réel, et il n'y a pas d'au-delà de l'au-delà. D'accord. Parce que sinon, on fait de l'en-soi, on fait du un, on fait du Dieu. Il faut se résoudre au fait qu'il n'y a pas d'au-delà de l'au-delà. L'au-delà, la chose, c'est de l'ordre de l'au-delà, c'est-à-dire l'en-deçà, ce qui a été tout à fait premier, archaïque et inatteignable. Ça, c'est la chose. Et ça peut être aussi l'au-delà, c'est ce qui fait que du coup, on le recherche éternellement. Mais comment dire, si on rajoute une fonction, il me semble qu'à ce moment-là, on fait de l'en-soi, il y aurait une chose en soi, il y aurait un monde en soi, et à ce moment-là, on n'est pas tout à fait dans ce que Lacan essaye d'apporter, c'est-à-dire que son réel, alors on peut dire que c'est du vide, en tout cas, voilà, c'est du réel, c'est-à-dire c'est inatteignable, sauf au travers des représentations, qu'elles soient perceptives ou symboliques ou scientifiques ou autres. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais… Si, tout à fait. Simplement, alors, je vais peut-être préciser avec ce que vous venez d'ajouter ou de mettre en point d'interrogation avec quoi je suis d'accord. Simplement, alors je vais un tout petit peu modifier mon terme de fondement finalement, plus que de fondation. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'objet qui fonde la possibilité de tous les autres objets. Absolument, parce qu'à ce moment-là, ce serait un objet idéal. Oui, mais alors, vous voyez quand même qu'on est obligé de parler de fondement. Peut-être pas de fondation, mais de fondement d'une certaine façon, puisque c'est par cette structure, en quelque sorte, qui pose ce fait qu'il n'y ait jamais eu un objet qui soit parfaitement satisfaisant, que toute la série des objets est possible. Ah oui, absolument, absolument. Voilà. Mais moi, j'appellerais ça plutôt une structure qu'un fondement. Mais bon, peut-être fondé évoque pour moi si vous autre voulez. chose. Enfin, voilà. Si vous voulez. Mais
au fond, moi, je suis pas trop, comment dirais-je, ça me gêne pas, moi, de mettre structure et fondement. Enfin, je trouve que ça va assez ensemble quand même. Si vous voulez bien, il y a Vera BC qui a demandé la Ouais. parole. Alors, attendez, hop, je rétablis le son. Pourquoi ça ne veut pas activer? Peut-être qu'elle l'a coupé, non? Oui, attends, il faut que je le rétablisse. Rétablir le son. Voilà. Voilà. Tu l'avais Non, non, rétabli, attends, tu l'as enlevé de nouveau. tu l'as enlevé. Tape une fois seulement. Et alors, Tu rétablir. me l'as. Voilà. Stop, D'accord. stop. Voilà. Bonjour, Plus. Vera. Bonjour. Donc, moi, là, je suis perdue à partir du moment que vous avez dit, si j'ai bien noté, que l'objet de l'amour, on ne le perd pas. Mhm. Alors, moi, je suis embarrassée parce Au que... moins pour un temps. Hein? Au moins pour un temps. Non, parce que non, vous n'avez pas dit pour un temps. Oui, C'était oui. Au départ. C'est parce que je garde toujours la référence lacanienne du banquet et Socrate avec Diotime qui lui explique qu'est-ce que c'est que l'amour. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. Non. Et ça m'a convaincue à jamais, en fait. Parce qu'elle dit, bon, on aime ce qu'on n'a pas. Voilà. Et Socrate a dit, bon, mais si si on est beau, on aime le lait. Et elle a dit non, parce qu'on peut toujours être plus beau. Donc, pas forcément on va aimer les laits. Donc, il a dit, mais c'est un problème parce que j'aime ce que je n'ai pas. Et une fois que je l'ai, je ne l'aime plus. Si j'ai l'objet aimé, j'ai plus d'amour. Et elle a dit non, parce qu'il y a le temps. Et le temps marque l'objet avec la perte. Voilà. Et donc, ça, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué, comme je vous ai écouté dire que, si vous pouvez parler un peu plus de ça, pour que je puisse coller les deux, les deux bouts, quoi. C'est ça, c'est simple. Enfin bon. Allez, vas-y, après je t'aiderai. Merci, Robert. Mais moi, je pense que là, ce qui est amené, c'est plus l'objet du désir. Hein. Une fois qu'on a atteint l'objet du désir ou l'objet du désir, parfois, le temps fait qu'effectivement, il n'y a plus le désir. Il y a quand même, je veux dire, dans toute l'élaboration de Lacan, tout le temps, une confusion, un mélange entre l'amour et le désir. À aucun moment, ou rarement, il discerne bien les deux. Parce que c'est très compliqué à discerner. Moi, j'ai fait une présentation très didactique qui est bien, où il y a une séparation didactique des choses, mais c'est pas aussi simple. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai dit, bon, le désir désigne l'objet. Une fois qu'on l'a, on se rend compte que c'est pas ça. Voilà comment je pourrais vous répondre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'objet d'amour, eh ben, c'est pas ça. C'était pas l'objet, c'était pas cet objet-là qu'on aimait. Voilà. Robert, si tu veux prendre le relais. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas ça ma question, mais bon, c'est pas grave. Si. Vera, tu demandes. Non, que c'était pas ça ma question, mais on va la rattraper plus tard. Non, mais vas-y, reprends-la parce que ça me paraît un point tout à fait important là. C'est parce que si l'objet nous déçoit, c'est parce qu'on est dans l'expérience amoureuse ramené à ça.
Mais non, parce que justement, mais non, parce que l'objet nous déçoit toujours, forcément. Oui, Or, oui, c'est pas ça. Or, c'est ce que Philippe a amené, c'est que Oui. c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que de toute façon, et d'une, l'objet nous déçoit toujours, et de deux, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance parce que ce qui est important, c'est de ne pas perdre cet objet d'amour, quel qu'il soit. Et c'est ce qui fait que ça maintient toujours une tension envers cet objet qui, d'une certaine façon, nous apporte cette constitution narcissique. C'est la constitution narcissique du sujet. C'est ce que Philippe a amené. Donc, évidemment qu'on ne le perd pas, parce que si on le perdait, on perdrait son propre narcissisme, même si, je veux dire, des pertes de l'objet d'amour dans la réalité, parfois, amènent des entames, forcément, du narcissisme. Mais on s'aperçoit qu'avec le temps, c'est ce que tu apportais d'ailleurs de la question du banquet, hein, c'est la réponse, avec le temps, en fait, ça revient. C'est-à-dire que l'amour ne se perd jamais. L'objet d'amour ne se perd jamais. Même si on en perd un ou deux ou trois, ce n'est pas ça la question. Donc, tu dis que l'objet d'amour est toujours le même. C'est ça que Mais tu bien dis. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, il a différents habillages, il a différents points de chute, si je puis dire, mais en fait, ça n'a aucune importance. C'est pas ça l'important, parce que c'est toujours le même. On voit ça très très bien. On voit ça très bien dans les répétitions malheureuses des expériences amoureuses. Bon, mais en fait, les gens répètent avec l'un, avec l'autre, avec 3, avec 5, avec 10, le même scénario, parce que c'est toujours le même objet, peu importe la personne. Oui, je voulais, ça m'a fait penser ce que tu as dit, à ce que Freud dit dans Deuil et mélancolie. Il dit que les plus durs, c'est pas perdre l'objet, c'est pas ça la question. C'est perdre l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui est du sujet. Enfin, il parle pas du sujet, mais nous, on comprend comme ça. Et donc, je pense qu'on peut traduire ce que Freud dit par ce que tu dis du narcissisme, c'est ça? Exactement, exactement. Exactement. D'accord, voilà. je comprends. Voilà, c'est en ce sens que Philippe avait raison de dire ce qu'il a dit tout à l'heure, quoi. Hein, voilà. D'accord. Jean-Jacques Valentin a demandé la parole. Juste encore un petit mot pour répondre à Vera, c'est que, alors, qu'est-ce qui est idéalisé dans l'amour? Est-ce que c'est l'objet ou est-ce que c'est la personne pour obtenir une identité de perception avec l'objet? Pardon, c'est une question? Qu'est-ce qui est idéalisé? Quand on dit que dans l'amour, l'objet est idéalisé, je me demande, est-ce que c'est l'objet qui est idéalisé ou est-ce que c'est la personne qui est idéalisée de façon à pouvoir obtenir une identité de perception entre l'objet et la personne? Voilà, une autre façon de répondre à la même question. Il y a Jean-Jacques Valentin et Gilbert qui ont demandé la parole. Alors, Jean-Jacques Valentin. Oui, voilà. Bon, ben, tout ça est compliqué, bien sûr, mais moi, c'est une toute petite question. J'ai entendu passer une distinction, là, dans le propos de Philippe, à un certain moment, entre le signifiant et le représentant de la représentation. Et j'aurais aimé un petit, voilà, que Philippe puisse préciser un peu cette distinction, parce que… Je pense que Valérie serait plus à même que moi d'y répondre si elle veut, mais… Oui, mais le Vorstellung représentant, le représentant de la représentation, il me semble que c'est le signifiant, quand même, non? Oui. Il y a la représentation dans un premier niveau, je n'aime pas beaucoup ce mot, qui est une représentation perceptive, une représentation, tout ce qu'on voudra. Une image. Et ensuite, il y a le fameux Vorstellung repräsentans. Alors ça, c'est passionnant parce que c'est la question
de la représentation, qui est un terme extrêmement intéressant en français, parce que qu'est-ce que ce serait qu'une présentation d'un objet? Et c'est là qu'on touche, à mon avis, quelque chose du réel, c'est-à-dire la représentation. On a accès à la représentation, on a un accès très indirect à quelque chose qui serait la présentation. Mais alors, dans ma compréhension, je pense que Vorstellung, le représentant de la représentation, c'est le signifiant. Je ne sais pas si Philippe… Oui, moi je suis d'accord avec toi. Oui. Non, mais Oui, c'est pour ça que parce que j'avais sinon, été il faut un étage surpris de de la plus. distinction. Pardon? Vas-y, Jean-Jacques. Oui, comment? Non, 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 mais j'avais été surpris de la distinction qui est passée comme ça dans le propos de Philippe, donc je voulais simplement Jean-Jacques, moi, confirmer. j'ai pas entendu de distinction dans ce qu'il a dit. Ah, Enfin, on va lui peut-être pas. demander, mais je ne crois pas avoir… Philippe, tu n'as pas fait de distinction entre les Non, deux? non, non, je dis qu'on passait de l'un à l'autre. Il y a la représentation Voilà, qui, voilà. qui désigne la place qui sera celle du signifiant. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Philippe avait ensuite enchaîné sur la non-coïncidence mot-chose. Et donc, le signifiant, l'avorstenung représentance, et puis ensuite la non-coïncidence mot-chose. Et donc, j'avais cru comprendre qu'il y avait là une forme de distinction qui était opérée. C'est quelque chose qui est tout à fait applicable au signifiant, ça. C'est-à-dire que le signifiant rend bien compte de la non-coïncidence du mot et de la chose. Bon, il y a Gilbert qui voulait intervenir. Oui, Gilbert, Oui, je voulais parler du désir et l'amour. Le désir, ça s'adresse au partiel. Oh, pardon. Bien écoute. on Le entend désir mal. s'adresse au partiel. Plus loin. L'exemple, pardon? Si tu étais un peu plus loin, on entendra mieux. Je vais mettre un peu plus loin comme ça. Vous entendez mieux là? Non, c'est Vous pareil. entendez mieux? Il y a un écho. Il y a de l'écho. Allez, vas-y. C'est pour ça qu'il faut convoquer le narcissisme. Allez. Peut-être plus loin peut-être. Non, mais vas-y, Gilbert, tant pis, pose ta question. Alors, le désir s'adresse au partiel. Un exemple est le suivant. Lorsque le bébé perd le sein, il va retrouver l'amour de la totalité de la mère. Et l'amour ne s'adresse pas au partiel, ça s'adresse à la totalité, à la personne. Un exemple amusant, c'est que quand des hommes sont assis à un café et qu'il y a une femme aux formes avantageuses qui passe, ils regardent un morceau, soit les seins, soit les fesses. Ça, c'est le désir. Tandis que l'amour s'adresse à la totalité, à la personne. Et puis le désir vise la satisfaction. Et l'amour vise plutôt l'être. De façon de différencier. Voilà, c'est tout. Oui. C'est ce qui m'a amené à parler que l'amour était un habillage de l'objet. Et là, on regarde l'habit tout entier. Non, on ne t'entend pas, Rajou. Rajou, on ne t'entend pas. Et il y a Jacqueline qui voulait parler. Oui, Jacqueline. Attends, hop. Je voulais juste dire que ce que j'entends là dans votre élaboration, l'élaboration de Philippe, la discussion de Robert et de Valérie, c'est que cette histoire de structure entre le narcissisme et l'objet, ça voudrait dire que l'amour serait identifiable au fantasme. Puisque je vous rappelle que le poinçon, c'est quand même quelque chose d'important dans le fantasme. Ben oui. Voilà. Bien sûr, mais tu y vois une contradiction à ça ou… Non, pas du tout, mais je dis, je ne vois pas une contradiction, mais je dis qu'on ne peut aimer hors le fantasme. Exactement, c'est ce que j'ai aussi souligné tout à l'heure. Il n'y a pas d'amour sans fantasme, bien évidemment. Enfin, si, dans l'érotomanie. Oui, ou dans la… Oui. Oui, dans l'érotomanie, en deux mots, Robert Lévy, vous pouvez préciser? Oui, le fantasme, enfin, à mon avis, n'est pas en jeu dans l'érotomanie, dans la mesure où c'est une assignation de l'autre
d'un autre d'ailleurs délirant, enfin d'un délire de l'autre plus exactement, qui dit la vérité sur l'amour qu'il a pour le sujet, en l'occurrence érotomaniaque. Donc ça ne passe pas par cette plasticité d'un fantasme qui permet toujours qu'on puisse jouer sur les places. Là, il n'y a pas du tout de jeu sur la place. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de jeu sur la place qu'en général, ça se termine mal, c'est-à-dire par le meurtre très souvent de celui qui est l'objet, en l'occurrence, de l'érotomane. Alors, il y a Gilbert qui voudrait parler. À vous. Pour l'absence de fantasme, je pense que chez les mystiques aussi, je ne sais pas, je pense qu'il s'agit d'une rencontre et que là, il n'y a pas de place pour le fantasme, à mon avis. Alors ça, je ne sais pas, c'est une question. Je ne saurais pas dire là, comme ça. Parce qu'il s'agit d'une rencontre, là, enfin, me semble-t-il. Hein. Bah, je trouve que pour les mystiques, c'est du ressort un peu de ce que Philippe a dit tout à l'heure, de la pensée, du niveau de la pensée à ce moment-là. C'est une rencontre dans la pensée du mystique. Ce n'est pas une rencontre au sens habituel du terme. Enfin. Non, mais une rencontre au sens de la tuquée. Oui, oui. Mais rencontre avec le réel. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait du symbolique dedans et du fantasme dans cette histoire. Parler parce que je me suis rappelé d'une référence de Lacan. Je peux? Oui. C'est que Lacan, quand il s'approche de la jouissance féminine, séminaire 20, Ouais, il passe par les mystiques. C'est intéressant parce qu'il dit que Freud et tous les autres, ils ont cherché à comprendre, enfin, s'approcher de la jouissance de la femme à partir du mystique. Mais il a dit c'est pas ça. Mais quand même, c'est intéressant, c'est que les collègues disent sur cette absence des fantasmes dans cette expérience mystique. Mais bon, j'en sais pas plus. Je me suis juste rappelé de cette référence au mystique que Lacan fait au séminaire 20 et l'approche avec la jouissance féminine. Celle dont la femme ne parle pas, celle qu'on ne connaît pas. Voilà. Robert, il y a quelqu'un qui te demande d'approfondir encore concernant l'absence de fantasme dans l'érotomanie, et en particulier si tu avais des références à ce propos. Robert, est-ce que tu as des références? Non, comme ça, j'ai pas, enfin, ça me vient pas comme ça, les références à ce sujet, mais quand même, quand on a fréquenté, si je puis dire, de loin et parfois d'un peu trop près, une érotomane, c'est souvent une femme quand même, la plupart du temps d'ailleurs, bah, il n'y a pas tellement de place pour le fantasme. Je ne sais pas si je peux répéter ce que j'ai déjà dit. On est quand même dans le dur, à savoir la question de l'objet, ce n'est pas une identification, c'est du vrai de vrai. L'autre est un autre constitué dans le délire de l'érotomane et on est dans la vérité vraie, sans qu'il y ait aucune espèce de place ni pour la rigolade, ni pour la mise en question même de cette question de l'amour de l'autre. Hein. Il m'aime, et c'est une certitude. Voilà. Il n'y a absolument rien à dire de plus. Voilà. C'est ça. C'est peut-être en effet que dans l'érotomanie, il s'agit de s'adresser directement au grand autre, voilà, sans passer par le petit autre. Voilà. Voilà. Donc ça fait peut-être une différence. Il y a Catherine Delarue qui voudrait parler. Oui, vous m'entendez là? Oui.
Oui. Moi, je voulais simplement revenir sur un point qu'a évoqué Philippe dans son propos, que j'ai bien aimé, sur la question dans l'amour, finalement, pas tellement, j'ai envie de dire plutôt de la trace de l'objet perdu, la trace d'un objet qui n'a jamais été là, et qui n'est qu'une trace, et de cet habillage qui est fait tout autour, et donc qui renverrait comme ça à l'idéal du moi. Et il me semble quand même que justement, c'est quand cet habillage au détour d'une cure ou d'un événement dur de la vie, cet habillage se défait, cet habillage s'écroule. Il me semble que pour le sujet, pour ce que disait Robert par rapport au narcissisme, il me semblait qu'à ce moment-là, quand cet habillage n'est plus là, et qu'on est confronté comme ça à cette trace de quelque chose qui au total n'a jamais été là, c'est là où il me semble que le narcissisme du sujet en prend un coup, me semble-t-il. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas là où le narcissisme du sujet en prend un coup, au point que le sujet peut se retrouver parfois dans des positions d'une certaine forme de délitement, quand il n'a plus rien à se raccrocher au niveau de l'habillage et donc du fantasme en quelque sorte. Quand le fantasme n'est plus là à la fois pour porter cet amour et protéger aussi de cette question d'une place qui n'a jamais été occupée par rien, et que d'un seul coup, ce qui le soutenait, cette espèce d'échafaudage de l'habillage, se défait. Il me semble que c'est peut-être à ce moment-là que le narcissisme du sujet peut être mis à mal pour un temps. Le sujet peut s'en remettre, parfois s'en remet pas, peut-être dans les cas, peut-être, je pense à la mélancolie, mais en tout état de cause, il s'en remet, mais il y a eu un moment où plus rien ne protège le sujet d'une certaine forme de réel. Voilà. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu amènes parce que quand tu parlais, je pensais à ce qui se passe actuellement avec l'émergence de ce réel auquel on est tous soumis. De me dire finalement, une des choses que je constate chez beaucoup de monde, c'est une espèce de fading. C'est-à-dire que dans cette confrontation au réel, tout d'un coup, il y a quelque chose du sujet qui se délite. C'est ça, exactement ça. C'est ce délite. Il y a le sujet qui se délite à un moment donné. Et voilà, c'est là où je me demandais si ce n'était pas à ce moment-là quand même que le narcissisme du sujet peut être atteint. Alors, bien sûr, c'est absolument passionnant ce que vous apportez, Catherine. Mais alors, du coup, ça pose la question suivante. Est-ce que dans ces moments-là, donc de délitement là, dont vous parlez, je suis vraiment d'accord avec ça, est-ce que ce sont des moments où le fantasme n'assure plus sa fonction? Oui, parce que c'est la question que je pose. Oui. Alors, donc, on est au niveau du trauma à ce moment-là, c'est ça que ça veut dire? Ah oui, on peut aussi le voir comme ça. Oui. Ah, oui. Oui, mais d'ailleurs, c'est souvent dans des situations… Voilà. Encore que ce moment-là peut surgir dans le processus d'une cure. Oui. Ça peut être des moments de cure, ça. C'est en parfaite cohérence avec ce qu'on disait tout à l'heure, que l'amour, c'est le fantasme. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être aussi des moments comme ça qui peut amener, dans le cadre d'une cure, à aimer autrement, après. Oui, alors, c'est peut-être là où on peut aussi parler disons, de processus de fin de cure aussi. Aussi, tout à fait. Anna Conrad a demandé la parole aussi. Oui. Anna. J'entends plus rien. Oui, ben, tu as la parole, tu peux parler. Allô? Oui, j'entends rien. Des fois, ça se transforme en musique. C'est amusant. Non, mais nous, ça bon, si vous m'entendez, c'est déjà une chose. Je voulais juste dire à la personne qui a demandé des références sur l'érotomanie, c'est juste ce qui me vient, c'est un classique intemporel, c'est le désir et la perversion d'Olagnier. Enfin, je pense que c'est François Perrier qui a dû écrire le texte sur l'érotomanie dans ce recueil absolument génial. En fait, l'article de Perrier est vraiment fantastique parce qu'on sent comment
le narcissisme de l'auteur finalement de l'érotomanie de l'autre, de l'érotomanie de l'érotomane, finalement induit ce cycle absolument infernal et mortifère dans lequel ils vont être pris tous les deux du fait de la non-protection par le fantasme de l'érotomane qui ne peut que aller toujours plus loin dans cette espèce de poursuite dans sa certitude. Voilà, C'était audible? Ah, pardon. Vera Besset voulait rajouter quelque chose. Oh, je me suis rappelé d'une référence de Lacan, toujours, dans les textes propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine. Je pense que c'est ça le titre. Et il dit à peu près ça, enfin, il dit pas grand-chose, mais il dit que l'érotomanie serait les modes d'aimer d'un féminin au féminin. Ça rebondit sur, enfin, ce que tu as dit, c'est souvent ou c'est toujours les femmes. Ben oui. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Et est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est dans la psychose en général, hein, parce que si on n'a pas l'appui du fantasme, mais bon, c'est tout. C'est quelque chose que une référence. Et pour aller dans ce sens, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la question de la jouissance mystique, jouissance autre, c'est-à-dire une jouissance qui s'adresse directement au grand autre encore, comme dans la psychose d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut sembler comme ça, parfois un peu sur le même bord, même s'il ne s'agit pas de ça. Voilà. Alors, Raju, du coup, tu dirais aussi, comme Gilbert, que c'est hors fantasme, cette jouissance mystique? Tu dirais comme Gilbert? Eh ben, en tout cas, moi, je pense que dans la jouissance mystique, il y a un grand autre qui n'est pas... Enfin, où la question de l'objet petit a détaché n'est pas du même ordre que dans la question du fantasme, sans doute. Il y a peut-être quelque chose là, du signifiant du manque dans l'autre. C'est en effet peut-être pas la même chose. Je ne sais pas exactement, mais non, je ne peux pas répondre là tout de suite. C'est plus complexe. Bon. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, des questions, des remarques sur ce passionnant séminaire? Il y a Jean-Jacques Valentin, je ne sais pas où il est, je le cherche. Moi, je le vois. Ah, tu le vois? Ah oui, il est là. Alors, je vais lui donner la parole tout de suite. Voilà. Vas-y, Jean-Jacques. Ah, voilà. Oui, concernant le mystique, je crois que Lacan parle d'un rapport à la chaîne symbolique dans son infinitude, exactement comme du côté de la femme d'ailleurs. Bon, oui, c'est ce que disait Vera aussi. En effet, c'est en lien avec le grand os de Badarel. C'est la chaîne symbolique dans son infinitude. Bon, donc hors fantasme. Voilà. Je ne sais pas s'il est hors fantasme pour autant. Hein. Je ne sais pas. Bon, écoutez, il est 11h moins le quart, c'est bien déjà. Philippe, est-ce que tu veux dire quelque chose pour Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire ce soir, en tout cas. D'accord. Peut-être comme moi, juste Vas-y, excuse-moi. un petit mot. Je ne sais pas si dans la jouissance autre, la jouissance mystique, c'est hors fantasme. En tout cas, c'est du côté de la jouissance. Et quand c'est du côté de la jouissance, c'est pas du fantasme. Quand ça jouit, ça ne fantasme pas. Voilà, c'est juste ce passage-là. Alors, dans l'érotomanie, dans la psychose, en effet, peut-être que c'est hors fantasme, parce que là, c'est quelque chose où le sujet est pris dans une jouissance permanente. Voilà, voilà, dans son rapport au grand autre. Voilà. Mais en effet, il faut différencier très certainement, comme Philippe a commencé à le faire au début, là, de ce qu'il en était du fantasme et de la jouissance. C'est pas la même chose. D'accord.
Je suis d'accord. Bon, bah écoutez, merci à tous sur cette passionnante reprise de séminaire. Écoutez, on va, si vous voulez bien, se retrouver eh bien, à la date qui était prévue initialement, parce que là, on va retomber c'est-à-dire, je crois, Le 6 mai, le 6 mai, voilà. Le 6 mai où j'interviendrai moi-même, alors comme c'était prévu en fait. Peut-être j'avais pensé comme titre à quelques remarques sur l'amour, virgule, de transfert, virgule, autant de. Voilà. Eh bien, merci à tous, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir À à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Comment ça se fait?